Aujourd'hui, on va parler vampires, plus précisément DC Vampires, avec DC Vampires World War 5, tome 1, Neige de sang, publié par Urban Comics. Alors, disons-le tout de suite, c'est un tome 1, mais en réalité c'est un tome 4 qui ne dit pas son nom, puisque vous avez déjà trois premiers tomes d'ici Vampires qui racontent l'histoire de cet univers un petit peu particulier sur lequel je vais revenir. Mais ce DC Vampires World War 5, tome 1, est en réalité le tome 4 de DC Vampires. C'est vrai que c'est pas forcément très très clair, mais alors pour tout vous dire, moi j'avais pas lu DC Vampires, j'ai eu envie de me lancer dans cet album parce que j'étais assez curieux de découvrir cet univers, mais j'avais pas forcément envie de me taper trois albums DC Vampires. Et puis quand j'ai commencé à lire, je me suis rendu compte qu'en fait, bah non, c'est la suite. C'est vraiment dans la continuité directe de DC Vampires, qui n'a donc pas de fin. Enfin, il y a un statu quo qui est mis en place, mais l'histoire ne se termine pas dans DC Vampires. Donc je me suis procuré très rapidement les tomes 1, 2, 3 de DC Vampires pour pouvoir poursuivre avec ce DC Vampires World War 5, tome 1. Et vu la quatrième de couvre, on en aura forcément un deuxième apparaître. Puis vu la conclusion de toute façon de cet album, on aura forcément une suite. Voilà, c'est un peu dommage parce que si un lecteur tombe sur ça et se dit tiens, tome 1, je peux y aller, un peu comme moi, bah en fait, non, non, il faut. Alors, on peut, hein, enfin, je veux dire, comme très souvent chez Urban Comics, faut bien reconnaître ils font des résumés qui permettent de rentrer dans l'histoire. Mais bon, c'est un peu comme si vous vouliez découvrir, je sais pas, euh, Walking Dead en démarrant à la saison 4 et qu'un pote vous racontait les trois premières saisons, quoi. C'est-à-dire que c'est faisable, évidemment, mais c'est pas l'idéal et c'est même pas forcément indiqué. Bon, maintenant que ceci est dit, maintenant que je l'ai dit en préambule, euh, allons-y. Alors, on va partir du principe que donc vous connaissez DC Vampires. DC Vampires, c'est quoi? C'est l'adaptation française de la série DC versus Vampires, euh, une série en 12 tomes aux États-Unis. C'est pareil aux États-Unis, c'est pareil, hein. Ils ont fait 12 tomes et puis en fait c'est à suivre dans World War 5. Euh, c'est un Elseworld, donc c'est un monde alternatif. Le principe est simple, c'est que bah, en fait les vampires ont envahi la Terre. Ils ont progressivement réussi à croquer entre guillemets les principaux super-héros et il ne subsiste donc plus que quelques super-héros, quelques humains euh, qui ont réussi à résister à l'envahisseur. Alors, la saga DC Vampires s'était arrêtée sur un statu quo, c'est-à-dire que le roi des vampires s'était fait buter et avait été remplacé par Barbara Gordon, qui devient donc la reine des vampires. Et on découvre au début de ce World War 5 que il y a eu une espèce de trêve négociée entre les vampires et la résistance humaine. C'est-à-dire qu'une espèce de pacte de non-agression, c'est-à-dire que vous ne nous attaquez pas et on ne vous attaquera pas. Voilà. En gros, grosso modo. Sachant que ce pacte n'est pas forcément toujours respecté dans les deux camps. Alors quand je parle de camp, c'est vous avez la reine des vampires, Barbara Gordon, qui dirige l'empire vampire, et puis on va dire la base centrale se trouve à Gotham City. Elle, comment dire, elle peut toujours compter sur ses sbires Gorilla Grodd vampirisés, comment dire, Aquaman vampirisé aussi, qui sont ses subalternes, on va dire. Et puis, du côté de la résistance humaine, elle est menée principalement par Oliver Queen, alias Green Arrow, donc qui fait Black Canary, et une poignée de résistants, j'en ai probablement oublié d'autres. Ouais, il y a Lois Lane, il y a Talia Al Ghul, voilà, et Constantine. Voilà, il fallait quand même en parler. Voilà un petit peu pour les principaux, on va dire, les principales têtes de la résistance. Et puis, il y a une espèce de troisième camp, qui est un camp un peu qui gravite autour des deux premiers, qui est mené par Damian Wayne, alias Robin, qui a la particularité d'être un vampire, mais d'agir seul. C'est-à-dire il ne reconnaît pas comment dire, l'autorité des vampires. Et lui, c'est vraiment un électron libre dans cet univers. Il fait vraiment un peu ce qu'il veut.
et ils gravitent autour des deux camps. Et quand cette histoire débute, eh ben, en fait, la paix, cette trêve est très, très, très fragile. Et Damian Wayne continue en fait à essayer de lutter contre les vampires. Ça casse énormément les pieds à Barbara Gordon. Et elle envoie des émissaires vampires trouver Oliver Queen et ses acolytes pour leur dire, bah écoutez, là, ça commence à me casser les pieds cette histoire. Vous nous livrez Damian Wayne, et sinon, la guerre recommence et c'est la fin de la trêve. Alors les humains sont partagés entre, ben, on n'accepte pas, qu'est-ce qu'on fait? Surtout que dans leur camp, il y a un nom quand même qui a dû attirer votre attention, c'est que dans le camp de la résistance, il y a quand même Talia al Ghul. Donc Talia al Ghul, elle n'est pas forcément ravie d'imaginer livrer son fils, quand bien même ce soit un vampire, elle n'est pas forcément très très ravie d'aller livrer son fils à, comment dire, à la reine des vampires. Là-dessus, vous ajoutez à ça Constantine qui évidemment manigance des saloperies dans son coin, et puis un personnage qui apparaît. Alors, je spoil pas hein, dans Capsule Comics. J'essaye de voir quand est-ce qu'on découvre la vérité sur son identité. Ouais, on la découvre assez vite. Alors, je peux spoiler. On a en fait Mister Miracle qui apparaît, alors qui est vampirisé. C'est un vampire, mais il a un enfant. Et un peu à la manière du manga Baby Cart, il se balade avec cet enfant en fait et il cherche à le protéger. Il le protège d'abord des vampires et puis il le protège aussi de lui-même. Mais pour l'instant, les sentiments qu'il a pour cet enfant font qu'en tant que vampire, il ne cherche pas à croquer ce gamin. Mais à un moment ou à un autre, il va bien falloir qu'il trouve de l'aide. Voilà un petit peu pour la mise en place du statu quo de départ de cette World War 5. Alors, au scénario, on va retrouver Matthew Rosenberg qui avait déjà participé à, comment dire, à DC Vampires. Dans DC Vampires, vous aviez James Tynion IV qui participait, qui coécrivait avec Matthew Rosenberg. Donc là, James Tynion IV n'est plus aux commandes et c'est donc juste Matthew Rosenberg qui est au scénario. Et au dessin, nous avons toujours Otto Schmidt. Alors, côté dessin, je vais d'abord commencer par parler des dessins. Moi, j'aime beaucoup Otto Schmidt. C'est un dessinateur que j'aime bien. Il a un style que je trouve très dynamique, qui a un côté euh, très vif. Sa mise en page, ça se lit facilement. Et en même temps, je trouve que ses personnages sont assez élégants. Mais il y a un petit côté un peu sketchy, c'est-à-dire comme s'il avait griffonné en fait ses dessins, comme si, alors je vais pas dire que ce serait des brouillons parce qu'on va avoir l'impression que je dis du mal en fait d'Otto Schmidt, mais il y a un petit côté comme ça crayonné et ancré par-dessus, c'est-à-dire de dessins pas forcément fignolés. Voilà. Mais ça, l'effet est vachement bien. Bon, de toute façon, si vous avez lu DC Vampires, vous n'êtes pas perdu, c'est le même dessinateur. Il continue avec ses effets de mise en page. Alors, il y a des effets de mise en page un peu particuliers dans DC Vampires que Otto Schmidt avait commencé à mettre en place. Je ne sais pas si vous étiez rendu compte, mais il y avait des fonds de page. C'est-à-dire que parfois, dans certaines pages, vous aviez des fonds rouges avec des visages de vampires qui apparaissaient et les cases qui venaient par-dessus. Et je trouvais que ça donnait un effet assez original à la mise en scène et à la mise en page. Et là, on retrouve cet effet-là. Alors, un peu moins, il en abuse peut-être un petit peu moins, mais ça crée en fait, je trouve, un point un peu particulier dans ce comics. C'est toujours un comics violent, il y a toujours des scènes un peu. Alors, ça va, hein, ouais, s'ils ont quand même marqué pour lecteur averti, mais c'est pas non plus. Enfin, on n'est pas dans un film d'horreur absolu, quoi. Et je vais petit à petit passer du côté scénario. Ce problème, c'est que c'est du sanglant, mais du sanglant propre, quoi. C'est-à-dire que on n'est pas dans le cracra, quoi. Ça reste toujours assez lissé. Et de manière générale, c'est le même problème que l'on retrouve dans DC Vampire, hein, d'ailleurs, c'est que l'histoire finalement n'accorde que peu d'intérêt aux vampires. Alors, je m'explique. Dans le tout premier tome de DC Vampires, on a une petite explication sur d'où viennent les premiers vampires qui ont croqué les héros. Il y a un lien avec une ancienne reine, etc., etc. Donc je m'étais dit, tiens, il va y avoir un lore qui va être utilisé là, il va y avoir quelque chose qui va être fait. Et puis en fait, ben, les vampires sont au fil des épisodes devenus ce que j'appelle des vampires Scooby-Doo, c'est-à-dire que on utilise le stéréotype du vampire, quoi, qui est plaqué sur un personnage, à chaque fois sur un personnage d'ici. Donc
hormis l'apparence physique et le fait que les personnages deviennent invariablement des ordures, hormis peut-être Damian Wayne, mais peut-être que déjà lui, il partait déjà de loin au niveau du gars, au niveau du gars badass, c'est pas cool. Mais hormis ça, ça s'arrête à ça. C'est-à-dire que pourquoi les vampires sont là? Bah parce qu'ils sont méchants. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas vraiment d'explication sur pourquoi les vampires envahissent le monde. Donc ça, c'est le premier aspect qui m'avait gêné. Et ça continue ici, c'est-à-dire que les vampires sont toujours en fait prétexte à livrer une version vampirique d'un personnage d'ici, et ça s'arrête là. Donc il n'y a pas vraiment d'ambition sur cette utilisation du vampire, hormis son aspect, parce que sinon le comportement du vampire sera invariablement le même, ça sera un méchant. Euh, et puis je trouve dommage qu'ils aient pas utilisé ça, je trouve dommage qu'ils n'utilisent peut-être pas plus la problématique du remords que peut avoir un vampire, alors sans aller jusqu'à des œuvres comme Entretien avec un vampire, mais là en fait ça reste très pauvre quoi, dans l'utilisation de ce sujet du vampire. Et quelque part, on se dit, bah tiens, ça aurait pu, quelque part, ça aurait presque pu être des loups-garous, ça aurait été pareil, quoi. Enfin, je veux dire, alors évidemment, il n'y a pas eu ce problème du sang, etc., etc., mais euh, il y a pas de questionnement sur le vampire, il n'y a même pas ce qu'on peut trouver dans le mythe vampirique quand même assez souvent, c'est un brin d'érotisme, là, même pas. Bref, l'utilisation finalement du vampire, de la figure du vampire dans l'univers d'ici, je trouve, est assez faible et pas très très réussi. Par contre, ce qui est réussi, c'est ce côté guerre des clans. C'est-à-dire qu'on a deux clans qui s'opposent dans un monde post-apocalyptique. Et là, Mathieu Rosenberg n'a pas fait semblant, c'est que évidemment la Terre est dévastée par ce conflit. Même si, bah, on n'a pas une vue réellement d'ensemble, c'est une vue des États-Unis, on ne sait pas ce qui se passe dans d'autres pays. Ça aussi, c'est un peu dommage, c'est un peu centré sur les États-Unis, mais bon, enfin, après, c'est très très souvent le cas, admettons-le, donc c'est pas un vrai défaut. Après, il y a des petits moments dans ce World War V qui sont assez plaisants. Par exemple, la confrontation Wonder Woman qui est vampirisée, c'est une des sbires de la Reine des Vampires aussi, hein. La confrontation Wonder Woman, Talia al Ghul, même si elle est un peu expédiée, est plutôt sympatoche. Comment dire, l'arrivée d'un nouveau Batman. Alors quand je dis d'un nouveau Batman, c'est en fait il est masqué complètement, donc on ne sait pas qui c'est. Et ça intrigue beaucoup parce que Batman est censé être mort dans cet univers, malgré que les résistants ont essayé de le faire revenir avec les puits de Lazare, mais en fait, Batman n'est pas revenu. Donc là, il y en a un qui prend le costume de Batman et qui entend jouer un rôle important. Et puis, et c'est là un, je trouve, des gros intérêts, enfin, il y a deux gros intérêts à ce démarrage de World War V. C'est d'abord, il y a un secret caché. C'est-à-dire qu'il y a un truc qu'on nous avait caché au sujet des vampires qui apparaît. Alors, c'est pas l'histoire des fermes de sang. J'aurais bien aimé ça aussi que Mathieu Rosenberg développe ça un peu plus. C'est une super idée de se dire que les vampires, en fait, élèvent les humains comme du bétail pour se servir de leur sang. Mais ça reste en fond, ça reste en background, ça reste hors champ. Même si, dans la deuxième partie de cette intrigue, ça y est, ça commence à arriver. Il y a un truc qui égratigne un peu, qui est un peu acide. Et là, l'histoire commence à devenir cool. Et là, j'y ai trouvé mon compte. Très sincèrement, je trouve que c'est le meilleur tome en fait, hein. Si on considère que DC Vampires, c'est le quatrième tome de cette saga, c'est clairement le meilleur. C'est juste dommage qu'il faille attendre le quatrième pour avoir quelque chose de réellement satisfaisant. Et la conclusion de ce tome annonce en fait un changement d'échelle que je trouve intéressant. C'est-à-dire qu'on était quand même globalement sur des personnages un peu street level jusqu'à présent. Et Mathieu Rosenberg, j'ai l'impression qu'il a décidé de lever un peu le niveau. Et on va dire que les prochains tomes risquent, enfin le prochain tome en tout cas, a de sérieuses chances d'être un peu plus cosmique et un peu plus mystique. Voilà, sans trop en déflorer. Et puis, il y a l'apparition d'un personnage très très connu et une utilisation qui en est faite, qui je trouve est assez triste en fait pour ce personnage et qui élève l'intérêt dans cette histoire. Et puis, il y a quand même une méga baston à un moment qui est pas négligeable, hein, enfin, avec une jolie double page où il y a plein de persos qui s'affrontent. Bon, ça, si vous n'aimez pas déjà DC Vampires, c'est même pas la peine que vous alliez sur ce tome 4, enfin pardon, ce World War 5 tome 1, ça ne changera pas votre avis sur la saga. Si vous suiviez ça d'un œil un peu intéressé, mais sans trouver ça forcément fabuleux, sachez que ce tome 4 apporte quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un gap, quoi, je trouve. C'est-à-dire que
Ça améliore ça améliore la saga. Donc vraiment, si l'idée vous intéresse, malgré les défauts, comme je les ai relevés dans ce podcast, malgré ces défauts, si vous êtes intéressé, allez-y, c'est vraiment pas mal. L'album se termine par des comment dire, des backups, c'est-à-dire qu'il y a des petites histoires qui se déroulent en parallèle. Bon, graphiquement, j'ai pas trouvé ça fabuleux, hein. Enfin là, on a du Tyler Boss en dessin. Alors évidemment, ça change complètement du style, mais c'est pas génial. Et le deuxième backup, c'est Aki Bright qui s'en occupe. C'est totalement dispensable, quoi. Enfin, je veux dire, c'est d'abord pas extraordinaire, ensuite ça apporte pas grand-chose, à part qu'on continue à nous montrer comment tel personnage d'ici pourrait être vampire ou bien résistant contre les vampires. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire sur cet album. Voilà moi ce que j'en pense. Je serai présent pour le tome 2 parce que je trouve que la fin annonce du mieux. C'est juste dommage que il faille se taper 3 tomes qui sont pas mal, mais pas faramineux non plus, quoi. Qui auraient pu être bien plus condensés que ça. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour DC Vampires World War 5, tome 1, Neige de sang. Je vous dis à très très bientôt. Salut les copains, lisez des comics, partagez-les, à plus.